Ah, le temps des fêtes, un moment idéal pour faire des bilans. C'est le temps de vous présenter un top de mes découvertes. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6 bien spécial. Alors c'est la fin de l'année, on se retrouve dans le temps des fêtes, le temps de faire un paquet de bilans et c'est le fun de mettre, si on veut, de côté, de regarder un peu mes jeux que j'ai joués cette année, mais également mes découvertes ludiques. Parce que je dirais que oui, on a joué énormément de jeux de 2020, je vais d'ailleurs y revenir éventuellement avec un top de mes jeux favoris de 2020, mais aujourd'hui c'est pas ça que je veux vous présenter, c'est le top de mes jeux favoris qui ne sont pas 2020. Donc, j'ai fait le tour des jeux que j'ai joués cette année et je vous ai déniché les 6 jeux qui m'ont le plus surpris. Alors, les conditions d'éligibilité pour être valide là-dedans, bon, il faut que ce soit un jeu qui ne soit pas sorti en 2020 et que ce soit un jeu que j'ai découvert cette année. Donc, c'est certain que, bon, c'est propre à chacun. D'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à nous écrire c'est quoi votre surprise de l'année, votre découverte ludique, même si c'est pas un jeu de 2020, quel a été votre favori. Donc, en faisant ma liste, je regardais et je me suis rendu compte que cette année, malgré une année très spéciale, j'ai réussi à faire de belles découvertes. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais réussir à vous transmettre un peu ma passion pour ces jeux-là. Alors, on y va immédiatement. Numéro 6. En 6e place, on retrouve un jeu qui date de 2018. Et là, c'est drôle parce que j'écrivais les années, quand je regardais ça, je faisais mon petit travail de recherche, je me suis rendu compte qu'en 2018, il y a énormément de jeux qui sont sortis cette année-là, que j'ai joué en 2020 et qui ont fait justement ma liste. Le premier jeu, la 6e position, revient à Trade on the Tigris. Alors, Trade on the Tigris est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs. Donc là, habituellement, c'est une configuration de joueurs qui est très difficile pour moi à amener. Encore plus difficile, je dirais, cette année, mais j'ai eu l'occasion de jouer 2 fois à ce jeu-là. Et les 2 fois, j'ai vraiment été surpris. Donc, qu'est-ce que c'est Trade on the Tigris? C'est un jeu de négociation. Alors, il va y avoir une espèce de côté de gestion de plateau, mais il va y avoir avec justement des cartes. Et là, à chaque fois, chaque ronde, il va avoir une zone d'échange. On va pouvoir échanger avec les autres joueurs. Le but, c'est simplement de faire du set collection, donc de collectionner des sets. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut du poisson? Moi, j'aurais besoin de métal, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus des ressources qu'on va tenter de collectionner et de vendre pour faire des points, on va également monter sur différentes... Il y a différentes tracks qui sont des tracks de religion, des choses comme ça. Et là, selon la carte qu'on va jouer, on va monter ou descendre, un peu comme un souk à la corde. On va monter d'un côté ou aller de l'autre. Et plus on est loin dans la track, et plus on va avoir des cartes qui vont être très fortes. Mais il faut faire attention de ne pas arriver au bout, parce qu'au bout, on va avoir des malus. Et là, c'est une espèce de question de balance. Le côté amusant de ce jeu-là vient de l'aspect de négociation. Donc, c'est clairement un jeu de négociation. Si vous aimez pas ça, ce genre de jeu-là, c'est certain que ce jeu-là va tomber à plat. Mais avec le bon groupe, avec les bons joueurs, c'est le fun parce que on essaie de négocier avec les autres, mais on est obligé d'être honnête sur qu'est-ce que c'est la carte en tant que telle. Donc, si jamais j'échange du poisson, ben, je dois dire que c'est du poisson que je vais échanger. Mais la section d'en bas qui va changer différentes tracks comme ça, on va peut-être s'organiser pour regarder, bon, ben, le joueur aurait besoin d'aller vers tel côté, mais je vais m'organiser pour une carte qui va empêcher d'aller de ce côté-là. Et on n'est pas obligé de toujours dire la vérité sur ce point-là. Donc, ça amène une belle interaction. Et c'est un jeu qui gagne sur l'interaction autour de la table parce que c'est ça qui va faire la partie. Si les gens sont pas dedans, le jeu va fort probablement tomber à plat. Mais moi, ça a été un succès. Et c'est un rare jeu qui se joue à 3 joueurs et plus que je veux vraiment remettre sur la table. De la minute que ça va être possible de jouer avec justement là, à plusieurs joueurs. Là, à partir de 4, là, 5 joueurs, ça commence à être super le fun parce qu'on peut justement avoir plein de possibilités qui vont s'ouvrir. Mais ça prend les bons joueurs et le bon mood, je dirais. Mais Trade on the Tigris est tout un succès. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un autre jeu de 2018, Air, Land and Sea. Alors sur la chaîne récemment, j'ai fait justement une critique de ce jeu-là. Et ça a été aussi ma suggestion bas de Noël parce que c'est un jeu qui est tout petit. Bon, Air, Land and Sea est un jeu à 2 joueurs seulement d'environ 15 minutes. Donc 15 à 20 minutes, les rondes vont se faire très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec seulement 18 cartes. Et à chaque ronde, chaque joueur va avoir 6 cartes, donc il y a 6 cartes qu'on verra pas. Et ça va jouer, le jeu au complet va se jouer avec ces 6 cartes-là. Et là, on peut penser que c'est très limité. Ah bon, ça va tout le temps revenir au même. J'ai rarement vu un jeu qui gagne à être rejoué. Donc en gros, dans Air, Land and Sea, on va tenter de devoir jouer des cartes sur 3 différents théâtres de bataille.
Air, Land and Sea. Donc, les cartes qu'on va jouer, donc selon leur couleur, vont aller dans une section en particulier, mais on va également les jouer face cachée. Lorsqu'on les joue face cachée, leur force de combat est moins haute, mais on peut, avec d'autres cartes, les flipper de côté. Là, on va pouvoir les placer, les flipper, les déplacer, changer les choses. Il y a des cartes qui ont des habilités. Le jeu se renouvelle constamment, et pour un jeu qui a seulement 18 cartes, sérieusement, je suis vraiment flabbergasté de ce jeu-là. Air, Land and Sea est un gros succès. Numéro 4. La 4e position nous amène en 2016, donc on va faire changement un petit peu, avec le jeu Tyrants of the Underdark. Alors Tyrants of the Underdark est un jeu qui d'ailleurs est très apprécié de notre ami le prof Board Game, donc David adore ce jeu-là, et lorsque je l'ai découvert, je suis également tombé sous le charme. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building, donc on va construire un deck, acheter des cartes, tenter de vider notre deck comme ça, tenter de modifier notre deck de manière à l'optimiser, mais il va y avoir un côté de contrôle de territoire. Et là, on va placer des petits bonhommes sur différentes cases, tenter de gagner le contrôle. On va également jouer des cartes pour déplacer des choses. Et là, tout se joue sur le plateau de jeu. Et au départ, j'étais vraiment inquiet parce que c'est un jeu qui gagne à être joué avec plus grands joueurs parce qu'il y a du contrôle de territoire, des choses comme ça. Ça se trouve être quelque chose qui est amusant habituellement à plusieurs. Et là, la première fois que j'y ai joué, je me disais, je vais quand même l'essayer à 2 joueurs et j'ai vraiment été surpris. C'est certain que le jeu va briller plus à 3 ou 4 joueurs, mais même à 2 joueurs, j'ai trouvé que le jeu avait une bonne tension, le jeu était très intéressant et ça vient avec un thème de D&D, donc de Donjons Dragons, le monde de Drizzt Do'Urden, toutes ces affaires-là, ça me rappelait tellement de souvenirs de voir Menzo Berranzan, tous des noms de villes, des choses qui m'étaient familières, mais même si vous connaissez pas cet univers-là, ça reste un excellent deck builder, un jeu qui gagne à être connu. C'est vrai que la présentation graphique, bon, les images sont magnifiques. Je dirais que l'habillage, des fois, peut laisser peut-être un peu à désirer. Les d'autres cartes sont assez drabes, mais en gros, c'est vraiment un jeu qui m'a surpris. Même à 2 joueurs, je m'attendais vraiment pas à aimer ça, et j'ai vraiment adoré ce jeu-là, Tyrants of the Underdark. Numéro 3. 3e place, on retrouve un jeu qui date de 2019. Alors, le jeu est sorti simplement l'année passée, et cette année, il y a eu plus de contenu qui a été relâché dans la nature. C'est Unmatched Battle of Legends. Alors, Unmatched est un jeu asymétrique où, en fait, on va devoir contrôler un personnage et affronter un autre. Le jeu se joue de 2 ou 4 joueurs, donc en équipe, mais ça se trouve être un jeu de duel. Donc, chaque joueur va avoir son personnage avec son deck et va avoir sa manière un peu de jouer. Ce qui est intéressant avec Unmatched, c'est que la boîte de base est sortie avec 4 personnages. Et là, bon, il y avait le roi Arthur, il y avait la Méduse, il y avait, je crois, Sinbad, l'aventurier, et Alice au Pays des Merveilles. Donc, tous des personnages qui sont un peu différents, et le jeu se renouvelle parce que cette année même, il y a eu énormément d'extensions qui sont sorties. Donc, que ce soit Bruce Lee qui a eu une extension seule, sinon, il y a eu Sherlock Holmes avec Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dracula. Il y a vraiment un paquet de personnages qui sont sortis. Et tous ces jeux-là sont des stand-alone. Donc, on peut les jouer simplement, eux, comme ça, indépendants, parce que tout ce qu'on a besoin pour jouer un match, c'est de 2 personnages. Je dirais que Unmatched m'a vraiment surpris parce que les personnages se jouent de manière complètement différente. Et là, bon, c'est certain, cette année, j'ai eu l'occasion de jouer quelques parties, mais j'ai également pu jouer avec ma fille. Ma fille a vu celui-là de Jurassic Park, et d'ailleurs, Jurassic Park, elle a vu ça le thème, et ça l'a tout de suite accroché. Elle voulait jouer les Raptors. Et là, j'y ai montré un peu le jeu. Au début, je pensais que ça allait pas être dans sa tasse de thé. Même si c'est en anglais, en plus, ma fille a 8 ans, mais quand même, elle se débrouille très bien en anglais. Et là, j'ai montré quelques mots-clés, et là, ça a cliqué pour elle. On a joué plusieurs parties, on a vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer avec plein d'autres personnages différents. Et je dirais que Unmatched a vraiment quelque chose de vraiment super. C'est qu'on n'est pas obligé d'acheter toutes les extensions. On peut simplement choisir ceux-là qui vont nous plaire, un peu du mix and match, et de jouer avec ça. Unmatched, un jeu vraiment génial. Et là, je l'inclus dans cette liste-là parce que je pense que le système en tant que tel, c'est certain qu'on pourrait y aller catégoriser chacun, comme Cobble and Fog qui est sorti, même Buffy qui est sorti tout récemment. Je suis un fan de Buffy, la série télé qui avait dans le temps, ils viennent de sortir une extension pour ça. En fait, un stand-alone. Donc, si jamais Buffy vous intéresse, vous pouvez juste acheter la boîte de Buffy et vous allez avoir 4 personnages pour jouer. Mais bien sûr, je me connais, je veux mettre la main sur absolument tout. Donc, j'ai commencé à acheter à gauche et à droite un peu les extensions qui me manquent. Mais Unmatched, un système vraiment génial. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là de duel, c'est que c'est un jeu qui, comme j'expliquais, chaque personnage a son deck, donc sa façon de jouer, et c'est avec des cartes. Donc, il n'y a pas de dés. Ça reste que, bon, il faut trouver la synergie du personnage. Et là, il va essayer de découvrir un peu comment il se joue. Pour ma part, ça fait partie du plaisir, mais c'est un jeu que j'adore. Numéro 2. En 2e place,
j'ai un jeu qui m'intimidait beaucoup au début, c'est Space Corp. Alors Space Corp est un jeu de la compagnie GMT. Alors GMT Games est reconnu pour faire ses gros jeux de guerre, donc des jeux qui sont très longs, des fois pas très visuellement, pas très attrayants pour certains, mais qui a un gros fan following. Donc les gens sont vraiment fidèles à GMT Games et les gens qui aiment ce type de jeu-là aiment vraiment beaucoup cette compagnie-là et c'est dans la compagnie qui font les meilleurs jeux de ce type-là. Donc, lorsque j'ai regardé Space Corp est un jeu un peu différent des GMT habituels parce que Space Corp est très accessible par leur standard. Donc, ça reste un jeu qui est long, ça reste un jeu qui a des règles beaucoup de petites choses à se rappeler, mais c'est pas un jeu qui est compliqué. Et c'est ça qui m'a plu chez Space Corp, c'est le thème de l'exploration spatiale, mais c'est pas des combats là, avec des fusils et des choses comme ça, c'est vraiment l'exploration. On va tenter de miser pour jouer des cartes et là, le système de cartes est tellement simple. Lorsqu'on comprend le jeu, c'est vraiment d'une simplicité absolue. Et là, même beaucoup de gens qui sont des fervents amateurs du GMT vont dire que c'est pas un vrai GMT parce que c'est trop facile. Mais moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était parfait pour moi parce que c'est le genre de jeu qui me plaît beaucoup. J'ai simplement joué en solo et je trouve que le mode solo, je le trouve très intéressant parce que l'automa est très facile à jouer. On tire une carte et là, on va générer les actions comme ça et ça va faire en sorte que le jeu va être très intéressant quand même. Ce qui est aussi magique avec ce jeu-là, c'est que oui, c'est un jeu qui est très, très long quand même. Je dirais qu'une partie de A à Z va peut-être durer aux alentours de 2 ou 3 heures. Et habituellement, c'est le genre de choses qui m'arrêtent un peu, mais là, dans le cas de Space Corp, il y a moyen de pouvoir passer. Donc, on a 3 époques. Et chaque fois qu'on va changer d'époque, on va complètement retirer toutes les pièces du plateau. On va garder certaines petites choses sur le plateau personnel, mais le plateau va complètement changer. Donc, si on le désire, c'est une méthode très facile de faire un save, de faire une sauvegarde. Donc, c'est comme si on pesait sur le petit bouton, boum, et voilà, c'est sauvegardé. Et le lendemain, quand je vais recommencer, je vais sortir mon plateau de jeu avec mes éléments que j'ai gardés et je peux simplement placer le nouveau plateau de la deuxième époque. J'aurais pas besoin de replacer toutes les choses où elles étaient. Donc, un système de sauvegarde qui fait en sorte que le jeu se joue très bien. Habituellement, je vais faire l'époque 1 et 2 et ensuite, lorsque je vais peut-être prendre une pause et là, quand je vais revenir, je vais ressortir ça pour l'époque 3 qui se trouve être la plus grosse époque, l'époque la plus costaude. Il y a même des gens qui disent « Ah, mais on peut sauter l'époque 1. » Moi, pour ma part, j'aime ça. C'est le départ. On part de la Terre et là, on explore tranquillement. On envoie nos vaisseaux, si on veut, dans l'espace et j'ai trouvé que le jeu était vraiment incroyable. Space Corp. Numéro 1. On est rendu en première place et c'est encore un jeu de 2018. Donc cette fois-ci, le jeu vient avec un petit peu d'histoire parce qu'il est sorti en 2018, mais il n'y a pas eu une grosse sortie, une grosse distribution. Le jeu est sorti, il y a quelques personnes qui ont quand même pu y jouer, mais le jeu n'avait pas eu la chance d'être exporté partout dans le monde. C'est le jeu Smartphone Inc. Alors Smartphone Inc, lorsqu'il est sorti, est un espèce de petit bijou caché, parce que le jeu, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de copies en circulation, c'était très difficile de trouver une copie de ce jeu-là, mais c'est un jeu qui avait beaucoup de fan following. Donc les gens étaient vraiment derrière ce jeu-là, et les gens qui y avaient accès avaient vraiment adoré. Donc quand la compagnie a décidé de s'allier avec Arcane Wonders pour pouvoir faire un Kickstarter, et je dirais que le Kickstarter a très bien marché. Ça l'a permis de pouvoir envoyer smartphone partout dans le monde. Et là, c'est vraiment un gros plus parce que la version améliorée du Kickstarter est venue chercher beaucoup de choses supplémentaires. Donc oui, une version de luxe, mais en plus de ça, il y a également un mode 2 joueurs, donc un nouveau côté de plateau de jeu. Et là, il y a plein de petits extras comme ça qui sont venus se greffer à ce jeu-là. Donc, smartphone, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, c'est un jeu de gestion économique. Donc, on va tenter de devoir gérer un empire de cellulaires, donc trouver des nouvelles technologies, essayer de développer le marché, essayer de vendre nos cellulaires également un peu partout dans le monde. Et c'est un jeu qui va jouer du coude énormément parce que si jamais on vole les ventes aux autres, et là, je dirais que c'est un genre de jeu économique qui habituellement se remarque dans beaucoup de jeux qui sont compliqués. Donc, des jeux comme Food Chain Magnate qui sont compliqués, qui sont longs, qui sont bons, mais qui sont des espèces de jeux économiques très tissés serrés. Smartphone réussit à faire ça de main de maître en coupant le temps. Donc une partie de Smartphone, même à 5 joueurs, va durer aux alentours de 2 heures. Mes parties à 2 joueurs durent à peu près 45 minutes. Et là, 45 minutes pour un jeu de ce calibre-là, c'est vraiment du jamais vu parce que le jeu nous offre des décisions intéressantes. Le jeu est bien divisé. Le plateau est clair. Les étapes qu'on va faire, donc les 8 étapes d'un tour sont très bien indiquées en haut. Ça fait en sorte que le jeu coule très bien. Le jeu, c'est un jeu très intelligent. Ce qui est intéressant vraiment avec ce jeu-là, c'est l'interaction qu'il y a avec les autres joueurs, de devoir tenter de vendre dans des marchés très serrés. Donc, on va tenter de devoir trouver des technologies, donc trouver le Wi-Fi, le NFC, pour tenter d'augmenter nos choses comme ça, tenter de être les premiers à pouvoir vendre sur différents marchés, mais aussi de vendre un petit peu moins cher que les autres pour être le premier à passer. Mais encore une fois, des fois, ça va être important de pouvoir vendre plus cher pour justement profiter du marché que les autres joueurs n'auront pas. Donc, c'est un jeu qui a plein de petites choses pour lui qui, en théorie, devrait tellement être plus compliqué, mais qui coule tellement bien, qui est tellement
le fun à expliquer. C'est un jeu que j'aime enseigner parce que c'est clair, c'est bien organisé. Je dirais que c'est vraiment un jeu qui est absolument fantastique. Si jamais vous n'avez pas essayé ce jeu-là, faites-vous plaisir de le faire parce que sérieusement, peu importe le nombre de joueurs, le jeu se joue de 1 à 5 joueurs et peu importe le nombre de joueurs, le jeu est intéressant et le jeu nous offre des décisions qui sont vraiment géniales. Donc, Smartphone fait le top 1 de mes découvertes non 2020 de l'année. Et voilà, ça fait le tour de mes découvertes cette année. Alors, plein de jeux intéressants et je sais que, bon, c'est certain que c'est propre à chacun, mais vous, quelle a été votre découverte cette année? Donc, ça peut être des jeux de 2020 ou pas 2020, peu importe. Allez-y comme bon vous semble, mais je veux savoir, je veux découvrir c'est quoi qui ont été vos petits joyaux ludiques. Donc, dans ma liste, c'est pas nécessairement des jeux qu'on entend parler tout le temps. C'est certain que c'est pas la dernière nouveauté, des choses comme ça, mais je trouve que c'est des belles expériences de jeux que j'ai eues en 2020 qui m'ont montré ces jeux-là. Et là, je suis même pas encore parti sur les jeux de 2020, ça va être pour une autre vidéo, celui-ci, parce que j'aime ça, bon, je m'organise pour manipuler un peu ces choses-là de manière à vous parler du plus de jeux possible, parce que j'adore ça, compiler ces petites listes-là, faire des statistiques comme ça, puis de regarder, bon, qu'est-ce que j'ai joué, qui était ci, puis était ça. Ça me permet de moi-même pouvoir redécouvrir tous ces jeux-là et de me dire, bon, parfait, excellent, ce serait des jeux que je devrais jouer dans un avenir très prochain. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, faites-le. On a également commencé un Patreon et vous allez voir les détails dans les commentaires. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, je vous invite à aller faire un petit tour pour aller regarder notre site Patreon. Mais surtout, je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!